Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment faire du GitOps avec Flux. Donc d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Yoann Laure. Je suis ingénieur donc lead tech full stack Java et DevOps au sein d'Ypon. Donc Ypon, c'est une société française internationale qui a plusieurs antennes, dont une à Nantes. À Nantes, on est à peu près une cinquantaine de personnes, spécialisées dans le mobile, dans le cloud et dans les applications, front-end et back-end. Donc l'idée de Dipon, c'est de partir d'une page blanche from scratch et d'aller jusqu'au cloud, en quelques semaines. Heu, donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter en fait, je vais rappeler ou présenter, ce que c'est que le GitOps, le terme et le principe, expliquer comment ça fonctionne, quels sont les différents types de GitOps et ensuite je vais vous présenter en fait, un logiciel qui permet de faire du GitOps, qui s'appelle Flux et on va pouvoir voir la version 1 qu'on peut utiliser actuellement et la version 2 qui est en développement et on pourra voir les différences entre la V1 et la V2 et voir les améliorations qu'on aura sur la V2. Je ferai une conclusion et puis, j'ai rajouté un petit bonus pour la fin. Voilà, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que le GitOps? Donc c'est quoi? Le GitOps en fait, c'est un terme qui a été inventé, par Weaverworks en 2017. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils sont pro Git, ils voient que par Git. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle GitOps. Et donc, le GitOps, en fait, c'est une approche un peu comme le infra as code. On vient écrire en fait toute notre infrastructure en fait dans Git. L'idée là, c'est de vraiment, avoir un état des lieux, de notre architecture en fait dans Git. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur Git doit être la réalité sur le cluster. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre repo Git, un opérateur et notre cluster cube. Donc, on va avoir deux types de modes pour le GitOps. On va avoir le mode push, qui est généralement utilisé par Jenkins, GitLab, Travis, Sakucci et d'autres. Et donc le principe, c'est qu'en fait, un développeur vient en fait pusher du code, vient merger une features par exemple. Ça lance derrière en fait un pipeline de CI. Jusque-là, c'est normal. On vient faire les tests unitaires, tests d'intégration et à la fin, si tout est OK, on vient créer en fait une image Docker. D'accord? Donc on vient pusher en fait l'image Docker sur la registry et derrière on vient modifier un autre repo qui est l'environnement, un autre repo d'environnement, un autre dépôt qui est dédié à l'environnement et on va modifier par exemple le tag de l'image. Ça va entraîner du coup, pour le cas de Jenkins par exemple, ça va entraîner un job qui va faire son build et qui va pusher sur Kubernetes. On va avoir un deuxième mode qui est le pool, qui est, proposé par Argo CD et donc Flux. Donc le principe est le même, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un utilisateur qui va, pusher une feature en fait sur son dépôt applicatif. Ça va entraîner en fait un build, CI donc avec, tests unitaires, tests d'intégration, sonar et cetera. Ça va pusher une image Docker sur la registry et derrière ça va juste modifier le repo Git de l'environnement et c'est tout. Ça va rien lancer d'autre. Derrière, on va avoir un opérateur qui va être, sur le cluster Kubernetes et qui va checker à intervalles réguliers, si le repo, Git a eu des modifications, s'il y a eu des nouveaux commits et s'il y a eu des nouveaux commits, il va les prendre en compte et il va les appliquer. Donc on a vu que sur le mode push et le mode pull, on va avoir une partie commune. Donc là, du coup, mmh.
Là, du coup, en fait, on a toute la partie commune que j'ai expliquée tout à l'heure et la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une modification, lorsqu'on est en mode push, on va avoir une modification qui va déclencher un pipeline qui va déployer et remplacer l'ancienne image par la nouvelle. Heu, Quand on utilise le mode push, on va forcément, en fait, appliquer ce que sur le ça va être que dans un seul sens. Ça va être unilatéral, c'est-à-dire qu'on va, forcément pusher ce qu'il y a sur HippoGit sur le cluster. On va pas regarder l'état dans lequel est le cluster, s'il y a des déphasages, s'il y a eu des modifications manuelles et cetera. Le mode pull, en fait, c'est l'opérateur qui va appliquer un patch pour éliminer cet écart. Donc là, l'opérateur, il va être capable de savoir s'il y a eu une différence et s'il y a une différence, appliquer ce qu'il y a sur HippoGit et donc avoir un état heu, comment dire? Hem, Plus réel de ce que vous avez en fait sur votre cluster. Donc là, je vais vous présenter en fait la partie, Flux. Donc Flux, c'est, on utilise le GitOps en mode pull, donc on va avec un opérateur. Donc là, on va avoir la version 1. La version 1, elle s'installe de 2 manières. Donc on va avoir soit, un binaire qui est fourni on va avoir soit un binaire qui est fourni par Flux, par Flux pour en fait installer. Donc on va pouvoir utiliser, notre user, par exemple, GitHub pour le coup, mettre, hem, mettre, nos informations GitHub, donc le user qu'on utilise, l'adresse mail, le repo qu'on utilise. Alors attention du coup, sur Flux V1, on ne peut mettre qu'un seul repo. Là, l'idée, c'est vraiment en fait, bah, on peut brancher Flux que sur un seul repo. Vous comprendrez pourquoi je dis ça après, mais du coup, c'est un seul déploiement un déploiement de Flux égale un repo Git. Derrière, on va pouvoir mettre plusieurs passes. Donc les passes, c'est des dossiers en fait qu'on va pouvoir, qui sont dans le repo Git. Ça peut être utile si on veut mettre par exemple, un dossier qui peut être déployé on peut faire un dossier typiquement par environnement. Si on a plusieurs clusters, en fait, un cluster de dev, un cluster de pré-prod et un cluster de prod, on peut mettre les 3 sur le même repo Git et derrière, en fait, on va dire à Flux quel dossier on veut qu'il regarde et après on va mettre le namespace. Donc par défaut, le namespace, c'est Flux. Donc ça, c'est la première installation, qu'on fait via le client. On peut utiliser une deuxième installation via Helm. Donc là, du coup, on vient ajouter, en fait, le repo en fait, Flux, heu, via Helm. On applique ici les, CRD et derrière on vient déployer 2 charts. Le premier chart correspond à, Flux et le deuxième chart correspond à Helm Operator. Ce qu'il faut savoir, c'est que Flux est en 3 parties. C'est-à-dire qu'on va avoir pour Flux, le chart Flux va contenir la partie Fluxid et la partie memcache. Donc la partie Flux, en fait, c'est le déploiement, le pod qui va vous permettre, en fait, de synchroniser votre repo Git avec votre cluster. Donc il va être capable de voir, on va avoir 2 modes de fonctionnement. On va avoir le premier mode de fonctionnement qui va checker par défaut, c'est toutes les 5 minutes, mais c'est configurable. Toutes les 5 minutes, on va checker pour savoir s'il y a un commit qui a été fait, sur notre dépôt Git. Donc toutes les 5 minutes, il vient checker sur repo Git pour savoir si on a des commits. Si c'est le cas, il vient prendre la ressource qui a été modifiée et typiquement, il vient faire ce qu'on fait nous manuellement, donc il va faire un kubectl apply, de la ressource qui a été modifiée. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est toutes les 5 minutes, il va faire un scan pour vérifier que les ressources qui sont présentes sur le cluster, Kubernetes sont ont les mêmes valeurs que, ce qu'il y a sur le repo Git. Si c'est le cas, tant mieux, c'est-à-dire qu'on est à jour. Si c'est pas le cas, il va reprendre ce qu'il y a sur le repo Git et les appliquer. Typiquement, si on fait une modification manuelle, toutes les 5 minutes, le Flux va passer derrière nous
et il va dire: «Ah non, ben ça c'est pas ça c'est interdit». On verra que le GitOps c'est, proscrit le fait de faire des modifications manuelles pour le coup. Et donc du coup, il va réappliquer en fait ce qu'il y a sur le Git. L'idée là, c'est vraiment d'avoir en fait, de de pas se demander en fait quel est l'état de notre cluster, mais de dire: «Je vais sur Git et je vois réellement qu'est-ce qui est déployé et je sais que ce qui est déployé là, c'est réellement ce qu'il y a sur mon repo Git». Donc Memcache, ça va aider Flux en fait à, avoir en fait à stocker en fait l'historique des tags, des images par exemple ou, savoir en fait par exemple qu'est-ce qu'il a déployé, si ça s'est bien passé et cetera. Donc là, ça va lui permettre d'avoir un cache pour avoir en fait le fil, pour avoir l'historique en fait de ce qu'il a fait. Et dans un deuxième temps, on va avoir ce qu'on appelle Helm Operator. Donc Helm Operator, c'est dédié à, un déploiement en fait via Helm. C'est-à-dire que Flux en fait est capable de gérer 3 types de ressources. Les ressources natives, cube, donc comme on pourrait faire avec un cube que de l'apply. Il va gérer, les ressources, customize et il va gérer les ressources Helm Operator. Helm Release plutôt. Les Helm Release, en fait, c'est des ressources qui sont spécifiques et qui vont derrière, utiliser Helm pour appliquer. Donc typiquement, si je veux appliquer, un chart Helm, je vais pouvoir créer une Helm Release et ça va être en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir une première étape où Flux va détecter que j'ai créé, en fait, une Helm Release sur HippoGit. Il va faire un cube que de l'apply et Helm Operator, il va détecter en fait qu'il y a un nouveau, il va checker en fait toutes les Helm release qu'il y a sur notre cluster Kubernetes et il va, faire ce qu'on appelle, il va faire en fait la commande qu'on ferait manuellement qui est, helm install ou helm upgrade, du chart qu'on a demandé. Donc c'est en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir une première étape où la ressource helm release va être, appliquée grâce à FluxID et derrière, en fait, Helm Operator va transformer cette ressource Helm Release en, des services, des déploiements, des services monitors, et cetera. Comme ce qu'on pourrait faire manuellement avec Helm et kubectl. Donc le principe, on va avoir en fait un utilisateur qui va commit sur le repo d'infrastructure. Flux va synchroniser, donc ce que je disais tout à l'heure, toutes les 5 minutes par défaut et va voir qu'il y a une modification. Il va faire un apply de la ressource et derrière, en fait, si la ressource, en fait, est une Helm release, Helm Operator va le détecter. Il va checker, on est capable avec Helm Operator, par défaut, il est capable de faire, du Helm V2, Helm V3. Donc soit vous êtes en Helm V2 et vous allez du coup passer par Tyler pour faire vos déploiements, soit vous êtes en Helm V3 et du coup, en fait, il va directement, mettre en place la release. Donc là, voici un exemple, de ce qu'on peut avoir comme, Helm release. Donc j'ai pris un exemple, où il y a pas mal de notations, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, l'idée en fait, c'est de déployer en fait un Redis. Donc là, j'ai un namespace, démo, sur lequel je veux déployer en fait Redis et donc je vais avoir plusieurs annotations et ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir donc setter donc de base on va pouvoir mettre le nom de la release, comme ce qu'on ferait sur Helm. C'est-à-dire que le nom en fait, qu'on set sur la commande Helm, on va pouvoir le setter ici avec la Helm release en mettant Redis. Le chart, on va pouvoir mettre ici le repository. Alors attention, moi je conseille pour le coup de mettre l'URL complète. Je sais que sur Helm, on peut faire des alias. On peut ajouter un repo et derrière utiliser l'alias qu'on a créé, pour, taper pour avoir le bon chart. Là, pour le coup, en fait, on n'utilise pas d'alias et on met directement, en fait, l'URL, du repo Helm qu'on a. Le nom du chart qu'on veut installer et la version et derrière, en fait, les values, c'est toutes les valeurs que vous voulez overrider, que vous voulez surcharger, hem, par rapport au chart de base. D'accord? Donc là, typiquement, je veux surcharger, en fait,
mon image. Donc là, j'ai redéfini en fait, mon repository et là, je veux spécifiquement le tag 5.0.7. Donc après, ça c'est pour déployer en fait, une Helm release de base. Après, vous allez avoir Flux met à disposition en fait plusieurs annotations qui vont vous aider en fait à, automatiser ou à bloquer ou à ignorer en fait certaines ressources. Donc typiquement, si pour X ou Y raison, hem, vous voulez automatiser, la mise à jour de l'image. Typiquement, je veux que, à chaque fois que, j'ai une nouvelle image, je crée un nouveau tag. Ce tag-là soit automatiquement pushé sur mon infrastructure et soit automatiquement déployé. Je vais demander du coup à Flux de faire ça pour moi. Donc je vais activer l'annotation en fait automate à true pour dire bon bah OK, très bien, mets-moi à jour automatiquement l'image dès qu'il y a une nouvelle image qui sort. Et je vais lui définir une règle de mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir 3 types de règles de mise à jour. Je vais avoir, du semver. Donc là, typiquement, toutes les versions qui sont 5.0.x sont pris en compte. Donc typiquement, si j'ai une 5.0.8 que j'ai pushé, parce que c'était un hotfix et ben, du coup, Flux va le détecter et va me remplacer directement, en fait, le tag par 5.0.8. Donc il va faire un commit sur le repo Git et après il va l'installer. On va avoir un type de, heu, 2 type de règle qui va être, les regex pour le coup. Donc là, c'est un peu plus poussé si on n'utilise pas par exemple le serveur, on va pouvoir, utiliser des regex pour, pour filtrer en fait le tag. Dire: «Bah tiens, typiquement, je veux que les develop toto ou autre», bah, je pourrais faire ça. Et le dernier, c'est le globe où là, je peux carrément setter en fait, comment ça s'appelle? Un début de version et en fait, il va mettre un start with en fait. Donc il va regarder en fait le début et si ça correspond au début, bah, il prend le tag. Donc ça, c'est, 3 règles qu'on peut mettre en place, pour justement en fait que, Flux puisse aller chercher, à intervalles réguliers, en fait, il va checker à intervalles réguliers s'il y a des nouvelles images sur la registry Docker et si elle correspond à la règle de mise à jour qu'on a mis en place et ben, du coup, il va faire un commit sur repo Git. Il va derrière, en fait, faire tout le process, c'est-à-dire qu'il va, lancer l'installation, faire la mise à jour et le déployer. Ensuite, on va avoir une autre adaptation qui nous permet en fait de désactiver, donc d'ignorer cette ressource. C'est-à-dire qu'en fait, Flux, quand il va voir cette annotation-là, il va carrément ignorer toutes les modifications qu'il y a. Si je sais pas moi, si sur le cluster, en fait, la ressource est supprimée et ben, il va pas la recréer. Si, on a fait des modifications dans le fichier, il va pas les appliquer sur le cluster et cetera, et cetera. Ce qu'il faut savoir sur la partie, ignore, c'est qu'on peut le faire de 2 façons différentes. On peut le faire soit sur repo Git, donc on met, ignore et là toutes les modifications qui seront faites sur le repo Git ou sur cluster seront ignorées. Ou on peut le mettre directement dans la ressource, cube. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, je sais pas, corriger, on a vu un bug, on veut faire une correction manuelle pour faire un contournement, le temps de faire, le temps de faire, le temps de corriger en fait l'anomalie, on fait, heu, une, une solution de contournement. On peut mettre en fait côté cluster, on peut mettre cette annotation-là sur la ressource en éditant la ressource via cube et derrière Flux va voir qu'il y a cette annotation-là et va pas la prendre en compte, d'accord? Ça évite de faire des commits, sur le repo Git pour, une correction temporaire, pour le coup. Après, c'est à double tranchant parce que du coup, il faut se souvenir on a mis ignore sur la ressource cube. Typiquement, si on a mis ça et puis que 6 mois après, on essaye de déployer un truc, ça ne marchera pas parce qu'en fait, le ignore sera toujours là. Donc faut bien faire attention quand on manipule le ignore. Il faut côté cube, il faut vraiment faire attention parce que le, mmh, le ça peut
ça peut entraîner des non-déploiements, après coup. C'est vraiment une solution, palliative, quoi. Et on va avoir le lock qui est un peu plus, qui est différent du ignore. C'est-à-dire qu'en fait le lock, on va en fait, il va voir qu'il y a des mises à jour, mais on va dire à tout le monde comme quoi on a locké la ressource, et on peut même mettre des messages et mettre un user pour le coup. On peut dire comme quoi on a locké la ressource, typiquement pour dire: «Bon cette ressource-là, c'est bon, on arrête les modifications pour l'instant». On reste, par exemple pour être plus stable, on va dire: «Bon, bah, pour l'instant cette ressource-là, tu prends en compte les mises à jour, d'accord? Donc, Git va, Flux va prendre en compte les mises à jour, sauf que du coup, il va pas les appliquer derrière. Il va locker en fait la ressource et donc derrière elle sera pas appliquée sur le cluster. Donc voilà. Chose que je n'ai pas parlé sur Flux V1, donc on a vu qu'il y avait 3 items. Hem, Ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas de système de notification. Alors je l'ai pas mis, pour la simple et bonne raison que c'est, ça existe, hein, il y a un plugin, il y a une image communautaire qui s'appelle Flux Cloud, qui permet en fait de notifier, Slack, quand Flux prend en compte en fait un commit et il va envoyer la notif en disant quel fichier a été mis à jour, si ça s'est bien passé et cetera. C'est très léger parce qu'en fait, ça marche que sur Flux CD. C'est-à-dire que du coup, dans le cadre d'une Helm release, on a vu que c'était en 2 étapes et donc là, du coup, on va se retrouver en fait à avoir les notifications quand Fluxcd, prend en compte en fait le commit, mais on n'aura pas la notification si Helm Operator a bien fonctionné ou pas. Donc là, du coup, c'est bien parce que ça reste une notification qui est quand même, c'est mieux que rien pour le coup, mais c'est très léger. C'est-à-dire que ça veut pas, si la notification vous dit comme quoi Flux a bien déployé, votre Helm release, ça veut pas dire après derrière que ça fonctionne. Il faut regarder sur Helm Operator pour savoir si ça a fonctionné ou pas. J'ai eu des petites surprises à cause de ça dernièrement, donc faut vraiment faire gaffe à ça. Donc là, on va passer sur la version 2. Donc la version 2, en fait, elle a démarré, en fin de l'année dernière. Donc en gros, pour la petite histoire, on a vu tout à l'heure qu'il y avait Argo CD et Flux qui utilisaient en fait, la méthode de pool du GitOps. Et en fait, ils ont annoncé au mois d'octobre comme quoi ils allaient faire en fait un projet commun. Donc ils allaient faire une fusion pour le coup, entre Argo CD et Flux. Ça a duré 6 mois à peu près et non, il y a 2 ans du coup, c'était en 2019. Donc du coup, il y a 2 ans, ça a duré 6 mois et ou je dis non, c'est l'année dernière, c'est ça. L'année dernière. Donc du coup, ça a duré, quelques mois et en fait, ils se sont aperçus que c'était incompatible et donc Flux a décidé de faire une V2, pour améliorer en fait leur système et ils ont revu complètement en fait leur vision de ce qu'ils faisaient du GitOps. Donc la version V2, alors ils ont supprimé toute la partie, chart, l'installation via le chart. Donc ils ont créé en fait un exécutable qui s'appelle Flux, donc c'est plus Fluxcodle mais Flux tout court. Et en fait, on va pouvoir avec Flux créer en fait des différentes, faire une installation, mettre à jour, tout passe par Flux. Donc là, du coup, quand vous allez, lancer la commande Bootstrap, vous allez setter en fait votre Git provider, donc typiquement, GitLab, GitHub, et cetera, et cetera. Et derrière, en fait, vous allez setter en fait les composants. Donc là, il y a 2 types de composants. Il y a les composants qui sont natifs, donc source controller, customize controller, Helm controller et notification controller. Ça, c'est le noyau dur en fait de Flux V2 et ce qu'ils ont rajouté il y a pas si longtemps que ça, mais je vais vous montrer, comment ça marche, c'est la partie image, reflector controller et image, automation controller. Heu, du coup, on va pouvoir mettre un pass avec
le cluster et puis la version. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Flux Bootstrap vous propose en fait de créer en fait tout ce que la base en fait de votre infrastructure directement via le Bootstrap. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dire, OK, je crée un repo. Donc vous allez pouvoir setter en fait votre repo avec d'autres paramètres. Et derrière, en fait, il va installer tout le nécessaire pour donc là, dans cluster/mycluster, donc vous verrez que moi je l'ai renommé, mais il va installer tout le nécessaire en fait pour le bon fonctionnement de Flux. Donc typiquement pour déployer le source controller, les notifications, le customize controller et le M controller. Donc là, l'idée en fait, c'est qu'on voit bien que là, ils ont changé d'idée, ils ont fait un système beaucoup plus modulaire. C'est-à-dire que chaque pod, chaque déploiement va finalement, avoir une tâche bien précise. Donc typiquement, le source controller, il va permettre en fait de récupérer, de synchroniser avec les repos et donc je dis bien les repos et plus un seul repo. Il va synchroniser avec les repos, pour savoir s'il y a eu des mises à jour, par exemple sur votre repo Git, mais ça peut être aussi un repo Helm repository, typiquement, Chart Museum ou Artifactory et on peut même utiliser en fait les buckets S3 de chez AWS. Donc là, on va pouvoir en fait créer des sources et en fait ce système-là va juste en fait checker à intervalles réguliers que vous pouvez paramétrer, s'il y a des mises à jour ou pas, sur votre repo. Vous allez avoir le deuxième système qui va être lui, heu qui va gérer en fait les notifications. Alors là, du coup, ils ont fait un level up sur les sur les notifications. Donc je pense qu'ils ont pris en compte en fait les remarques de la communauté où du coup, ils avaient vu le plugin avec, Flux Cloud et donc là, en fait, le système de notification est vraiment poussé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 types deux types de notifications. C'est-à-dire qu'on va avoir des inputs, typiquement des webhooks. Donc on va pouvoir dire, «Ah bah tiens, je fais une PR», par exemple côté GitHub ou côté GitLab. On va pouvoir dire: «Je crée un webhook côté GitHub et derrière, en fait, on va exposer, une URL, sur notre cluster et il va réceptionner l'information et il va lancer des traitements par rapport à cet événement. Donc on va avoir GitHub, GitLab, Bitbucket et cetera. On va même avoir Jenkins pour le coup. Donc ça, c'est vraiment des entrées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclencher, des actions, de déploiement, depuis cela et derrière, d'un autre côté, on va pouvoir notifier de ce qui se passe sur le cluster. Alors je dis là pour le coup, on fait pas juste la notification de flux comme on faisait sur la V1. On vient notifier, tout ce qui se passe sur le cluster, que ça soit, M controller, customize controller, source controller et cetera. Bon, je vous ferai un exemple tout à l'heure. Mais du coup, ça permet en fait de notifier non pas que sur Slack comme la V1, mais notifier sur Slack, Teams, Discord, Rocket. Bon, pour l'exemple tout à l'heure, je vous montrerai, je l'ai fait sur Discord pour le coup. Hem et donc voilà. On va avoir Customize, qui va gérer en fait, qui va permettre de gérer en fait les customize.yaml. Donc vous allez voir en fait, il y a des ressources qui sont spécifiques, qui s'appellent des ressources customize, qui vont être traitées par ce système-là et qui vont, comment dire? Qui vont en fait, variabiliser en fait votre déploiement. Customize permet en fait, comme Helm pour le coup, va permettre de variabiliser en fait vos déploiements, de factoriser vos déploiements. Donc c'est un concurrent, c'est pas la même technique que Helm, mais du coup en fait, Flux a mis en place un contrôleur rien que pour Customize, alors que sur la V1, c'était géré dans Flux CD directement. Et en fait, on va avoir en dernier Helm Controller qui était comme le Helm Operator qui va permettre en fait de traiter en fait les ressources Helm Release. Ce qu'il faut savoir sur Helm Controller, c'est que contrairement à la V1 où on utilise Helm V2 et Helm V3, sur Helm Controller, on n'aura accès qu'à Helm V3. Ils sont partis du principe que Helm V3 Helm V2 étant déprécié, ils allaient travailler que sur Helm V3. Donc ils n'ont pas pris en compte Tyler, etc.
Ah bah voilà, je me demandais pourquoi c'était pas affiché. Donc voilà l'architecture. Donc là, elle a un petit peu changé. D'accord. Donc là, en fait, on va avoir donc GitLab, GitHub, etc. On va avoir du coup le source controller qui va être la base. C'est-à-dire que là, on va récupérer les repos. Derrière, il va envoyer soit à l'API Cube si c'est des ressources natives Cube. Si c'est des ressources customize, il va envoyer ça donc à customize. Et si c'est des ressources Helm release, il va envoyer ça à Helm controller. Donc derrière, c'est le même principe que la V1. C'est-à-dire qu'il va faire, il va checker toutes les n minutes. Donc là, c'est paramétrable et c'est paramétrable par repo. Donc vous pouvez mettre plusieurs repos et chaque repo peut avoir un intervalle de temps de contrôle différent. Donc là, l'idée, c'est on va pouvoir faire typiquement un repo pour les environnements de dev où il n'y a pas forcément de contrôle, etc. Et on va avoir un repo pour la prod où là, c'est ceinture et bretelles et on contrôle tout ce qui est fait. Donc on va pouvoir avoir deux repos avec avec deux contrôles d'accès différents. On va pas donner les mêmes accès aux deux et du coup, on aura derrière en fait qu'un seul système Flux qui va le gérer. Alors que sur la V1, on aurait dû mettre en place 2 déploiements Flux pour gérer les 2 repos. Du coup, je vais faire une démo pour le coup. Donc Juste une question, Johan. ouais, Par rapport à l'installation, s'il oui, n'existe pas une autre méthode, je veux dire, en passant par Docker, par exemple. en passant par Docker. Oui, Là, pour le coup, en fait, sur la doc de Flux, ouais. ils te disent bien qu'il faut utiliser en fait le, 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 le binaire Flux Oui, en fait pour le faire. ok, d'accord. En fait, c'est là la différence avec comment ça s'appelle avec Flux V1 ou Flux V1 en fait on avait Mchart d'un côté où on pouvait l'installer via le Mchart et derrière on pouvait l'installer via Flux Codel. Là pour le coup en fait ils ont fait qu'un seul outil où bah, on met tout en place pour met tout en place via cet outil-là, quoi. Donc là j'ai pris un peu d'avance. Donc je vous explique ce que j'ai fait pour le coup. Je vais créer une Merci. ressource. Est-ce que vous aviez d'autres questions avant que je commence la démo? Pour le coup, s'il y avait d'autres questions. Ok. Bon. Mince. Alors, du coup, en fait, j'ai récupéré donc le repo. Donc ça, c'est le repo en fait d'un des développeurs en fait de Flux. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer en fait son pod info. Donc là, pour le coup, je vais utiliser en fait la partie customize. Je pourrais utiliser la partie de chart aussi, hein, mais là pour le coup pour la démo j'ai mis customize. Donc là ce que je veux faire c'est que je vais demander en fait à Flux de me déployer ça. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais créer en fait un Git repository. Donc je vais utiliser en fait la partie source controller pour lui dire ok je veux que tu check ce repo là. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tac tac voilà. Tac, tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai créé en fait un Git repository, donc qui est compris en fait dans les CRD de Flux. Je l'ai appelé pod info, le namespace j'ai laissé, et là je lui dis que je check toutes les 30 secondes sur la branche master et sur cette URL là. D'accord? Donc toutes les 30 secondes, je checkais en fait que bon bah j'ai des news ou pas sur ce repo là. Donc quand je vais appliquer ça, il va me créer en fait donc là il y a pas de c'est pas un customize c'est pas une ressource customize. Donc il va l'appliquer, il va faire un kubectl de l'apply basiquement. Et donc il va me créer ma ressource. Dans un deuxième temps, je vais lui demander en fait, là on voit que sur le repo Git, j'ai un fichier customization.
qui permet en fait de lister en fait les ressources que je vais devoir traiter via Customize. Donc là, du coup, ça c'est un alors c'est attention, c'est normé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'écrire comme ça, sinon Flux vous envoie bouler. J'ai essayé, de mettre un autre nom et il a pas aimé. Donc là, pour le coup, je vais créer en fait une autre ressource qui est gérée aussi par Flux et qui va me permettre d'utiliser en fait le Customize Controller. Donc pareil, je vais lui donner un nom, je vais donner un namespace. Je vais dire que, bah, l'intervalle, tu contrôles toutes les 5 minutes, que le source ref, ça va être le Git repository que j'aurais créé précédemment et validation CLI. Ou du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais appliquer ce truc-là sur mon repo Git. Donc là, j'ai un repo Git, basique, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai cluster. Moi, j'ai renommé, j'ai pas mis my cluster, mais j'ai mis Snow Supreme parce que c'est un truc que j'avais. Et par défaut, en fait, Flux, quand vous faites le bootstrap, il va vous créer en fait plusieurs. C'est pour ça que du coup, c'est intéressant d'utiliser le client Flux, c'est qu'en fait, il va vous créer plusieurs ressources qui vont être utiles en fait pour bien installer Flux en fait. Donc là, vous allez avoir par exemple le customize. Le customize, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai modifié, mais je l'ai pas créé. Et en fait, il va vous créer 2 fichiers. Donc il va vous créer les composants. Donc là, ça va vous permettre de dire, bon bah là j'ai le CRD, le namespace qui va bien, donc Flux System, donc le CRD. Donc je vais avoir tous les CRD que j'ai besoin, donc il y en a un paquet pour le coup. Flux a essayé de faire des trucs très, très modulaires pour le coup. Donc en fait, il y a beaucoup de CRD et après je vais avoir toute la partie déploiement. Donc là, typiquement, je peux voir que, j'ai mon mController qui est déployé via Flux. D'accord? Donc là, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, par rapport à la question de tout à l'heure, le fait d'utiliser en fait le bootstrap de Flux permet en fait d'initialiser en fait votre repo, avec les outils Flux en fait directement. Donc il va me créer ça et il va me créer aussi la partie sync. Donc là typiquement, il va me créer en fait, il va me dire, par défaut, il va me prendre le comment ça s'appelle? Le repo le repo Git que j'ai utilisé en tant qu'infrastructure, enfin en tant que repository infrastructure. Donc là, il va me créer en fait le Git repository et pareil, il va mettre le customize comme ce que je vais faire là pour la démo. Donc là, typiquement, je lui dis que, bah, j'ai un système customize à prendre en compte dans /cluster/, Snow Supreme. D'accord? Donc typiquement, c'est cluster Snow Supreme. Donc c'est pour ça, il recommande d'utiliser en fait la partie Bootstrap. Donc après moi derrière, j'ai mis 2-3 trucs en plus, typiquement les alertes. Donc on verra ce qu'il en est, mais les alertes permettent en fait de notifier, comme je disais tout à l'heure avec le notifier, contrôleur. Il permet de notifier en fait les différents trucs. Donc là, typiquement, je suis en Discord. La sévérité, je vais mettre info et je vais pouvoir dire tout ce qui a trait au Git repository avec, je peux définir le nom, mais du coup là, je prends tout et customize, pareil, je prends tout. Donc ça veut dire que là, je vais notifier sur mon Discord tout ce qui va y avoir sur, Git repository ou sur customize, tout événement qu'il va y avoir sur ces 2 trucs-là, je vais envoyer ça sur mon, sur mon Discord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais push. Alors, ce qui est bien avec Git, c'est qu'en fait, vu qu'on fait de l'infrascode sur Git, c'est bien de. Bon, là, je vais pas le faire pour le coup, c'est moche, mais c'est bien de définir, en fait, de mettre des commentaires explicites. Donc, typiquement, quoique je peux le faire là, typiquement, je vais dire, bah tiens, feature, mise en place de la démo, typiquement, d'accord? C'est un peu bateau, mais là, ça permet en fait d'un seul coup d'œil de voir en fait qui a fait quoi et quel commit a fait. Bon là, du coup, j'ai commit directement sur master. Là, la bonne pratique pour le coup, c'est de faire des PR.
je suis tout seul à développer dessus, donc c'est un peu compliqué de m'auto-valider. Mais l'idée, en fait, c'est de faire des PR, pour après pouvoir, partager les connaissances et cetera. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir valider, comprendre ce que vous avez fait et derrière, en fait, vous allez pouvoir mutualiser les connaissances derrière. Donc là, typiquement, j'ai commit, c'est en cours et donc normalement, je vais avoir une notification sur, quand j'aurai fini de faire mon commit, j'aurai une notification qui va me dire comme quoi il a pris en compte mon ah non, j'avais pas committé, hop. Il a pris en compte mon commit et il va le traiter. Donc là, si je viens sur mon cluster, donc là j'ai ça. Donc je vais déployer en fait, mon. Donc là j'ai fait un truc sur défaut. C'est-à-dire que là, si on regarde en fait ce que. Ouh là là. Voilà. Alors là, du coup, vous voyez que j'ai des notifs. Tac. Donc là, on voit que j'ai des notifs. J'en ai eu plusieurs qui me disent comme quoi en fait il n'arrive pas à lire le il n'arrive pas à lire en fait le fil en fait. Il me dit inconnu fil spec. Donc là, il faut que je regarde. J'ai dû faire une faute de frappe. Et il vous dit en fait sur quel en fait fichier c'est fait. Donc là, typiquement, je vois qu'il a essayé de prendre donc il me met la révision. Il me dit que sur mes deux fichiers, j'ai un problème de JSON. Donc là, je vais regarder. Donc on voit que la notification fonctionne. Donc là, j'ai bien un KO. J'ai bien un KO et j'essaie de voir pourquoi j'ai pas spec. Ok, bon. Ce que je vais pouvoir faire, c'est checker si j'ai. Donc là, on voit qu'il n'a pas déployé. Je vais pouvoir faire mon revert, parce que du coup, ça marche pas. Donc là, je vais pouvoir hop, faire mon revert pour dire bon, bah ça marche pas. Donc là, je revert mon commit. Tac. Et donc là, on voit que je peux revert en fait revenir au rollback directement sans problème en fait pour le coup. Donc là, je vais pouvoir typiquement reprendre celui-là parce que je suis sûr que ça marche sur celui-là. Tac, tac, voilà. Donc là, il me dit que ça marche. Ok. Donc là, il a repris. Il a dit bon bah voilà, il a recréé mon comment ça s'appelle. Il a créé mon pod mon pod info. Donc là, il me dit que le déploiement a été fait, que j'ai aussi créé en fait tout le système. J'ai créé mon service. Donc là, il me liste tout ce qu'il a pu créer. D'accord. Donc là, typiquement, si je regarde à ce niveau-là, on voit que j'ai fait un commit, j'ai fait un revert par rapport à ce que j'avais fait. Et du coup, on voit que là, j'ai mon déploiement qui a été fait. Donc 36 secondes et 40 secondes. Donc là, je vais pouvoir supprimer mon dossier. Donc là, du coup, je vais pouvoir supprimer mon dossier. Tac. Voilà. Et donc là, du coup, je vais lui demander en fait de supprimer en fait le déploiement et les pods. Donc là, il va me dire comme quoi il a pris en compte comme quoi il y avait plus de fichiers qui décrivaient. Ah non, j'ai fait une fausse manip là. Tac. Voilà. Donc là, je recommit. Donc
je vais avoir là, je vais supprimer fichier et ce qui est bien avec Flux, c'est qu'en fait, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau fichier qui apparaît, il va l'ajouter. Si par contre, j'ai un fichier, j'ai un fichier qui a disparu, là, vous voyez, il me l'a pris en compte et là, si je regarde en fait ici, il va bientôt me le supprimer. Voilà, tac et vous voyez ici, bon ça spam un peu, j'avoue, mais on voit ici qu'il a bien supprimé en fait les différents pods que j'avais créés. Donc du coup, hop, si je reprends la partie, présentation. Ah si, je vais vous montrer un truc. Il y a aussi tout ce qui est la partie monitoring. Donc la partie monitoring, ça va être, on va pouvoir en fait utiliser, Grafana pour, derrière, on va pouvoir utiliser Grafana pour derrière en fait, mince, pour avoir un état des lieux de ce qui est fait. Donc là, on va avoir 2 graphes pour le coup. Donc en fait, on va pouvoir mettre en place des services monitor et avec ces graphes, on va pouvoir en fait donc moi j'en ai mis 2. Donc on va voir l'état de flux. Donc là, on va pouvoir voir, le nombre alors ce qu'ils appellent des clusters, c'est des comment ça s'appelle? Des déploiements en fait, des mrelease et cetera. Donc là, moi j'en ai 8. J'en ai 3 qui sont fail. Faut que je regarde pourquoi. Et en fait, je vais voir par exemple le temps que va mettre, mrelease par exemple, les mrelease, le temps qu'il va traiter en fait, qu'il va mettre pour réconcilier. Typiquement là, je vois qu'il met pas beaucoup de temps pour, traiter mes mrelease, alors que j'en ai quand même pas mal et il met un peu plus de temps pour la partie customize. On voit que typiquement, j'ai que du Git repository et qu'il met une synchro, en fait, il fait une synchro, il met tant de temps pour faire sa synchro. On voit ici la liste de tous les clusters, réconciliés. On peut voir s'ils sont OK ou KO. Donc typiquement, moi j'en ai 3 qui sont KO. Et là, je vais avoir aussi les sources. Typiquement, tout ce que j'ai défini, les sources que j'ai définies. Donc on voit que j'ai quand même pas mal de repo Git et un seul Helm repository. On voit en fait l'état. Donc là, on voit typiquement que ici, en fait, il a déclenché dans Customize Flux System, il a pris du temps pour traiter en fait mon nouveau système. Pareil pour là. Typiquement, comment ça s'appelle? Il a pris du temps pour traiter en fait la suppression, et cetera, et cetera. On va avoir ce premier graphe là et on va avoir un deuxième graphe, qui est lui en fait, qui va permettre en fait de voir par rapport au namespace, le nombre de contrôleurs qu'on a, la mémoire utilisée, et cetera, et cetera. Comment ça s'appelle? Le temps de réconciliation, les sources, les opérations par minute, et cetera, et cetera. Donc vous allez pouvoir affiner en fait plus facilement et voir ce que fait vraiment votre cluster. Donc voilà. Hop, je vous rassure, j'ai presque fini. Conclusion du coup, les avantages, donc en fait, ça vous permet d'avoir un historique via Git. Donc on va pouvoir voir, précisément qui a fait quoi. On va pouvoir documenter l'infrastructure, ce que je disais tout à l'heure, les commits, le, mmh, les messages que vous allez mettre dans vos commits vont être, il faut qu'ils soient explicites pour, plus ils vont être explicites, plus vous aurez, moins vous aurez de documentation à faire à côté. C'est-à-dire que là, typiquement, je vais pouvoir directement en fait dire: «Ah bah, ce commit là, il servait à ajouter, toute la partie démo. Ce commit là, il servait à ajouter, toute la partie, je sais pas moi, club natation de Bougnay ou autre, ce que j'ai actuellement. Ce que je disais tout à l'heure, qualité de code et partage des connaissances, vu qu'on utilise le système de PR ou de merge request, on va pouvoir en fait dire: «Ah bah tiens, je fais une modification, je crée une branche, je crée une PR ou une merge request» et en fait, j'ai demandé en fait à des gens de regarder, de valider en fait ma PR.
Du coup, ça permet en fait de partager la connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui porte la connaissance et du coup en fait d'être sûr en fait de la qualité du code parce qu'en fait il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer derrière, et comme ça c'est plus safe que si on a les push directement et puis bah, on adviendra qui pourra, quoi. Plus besoin de tickets. Alors j'ai mis ça parce qu'en fait, on n'a plus besoin, vu que c'est tout dans Git, on va pouvoir utiliser les PR et cetera, liés à Git. On n'a plus besoin d'utiliser par exemple de Jira ou autre chose pour l'infrastructure. Réduire les erreurs humaines. Heu, l'idée c'était vraiment bah, du coup en fait on vient, juste commit sur Git et après le système fait tout seul. On n'a plus de commandes à taper à la mano, de choses qui par exemple de fautes de frappe par exemple, liées à une commande manuelle et cetera. Le rollback, donc comme on a vu tout à l'heure, j'ai juste à faire un revert sur mon commit et tac, c'est fini, il revient sur, la situation précédente. Sécurisation du déploiement, bah, du coup, là, on l'a vu aussi. Je viens, être notifié, on voit ce qu'il fait et cetera et on sait s'il y a un problème ou pas directement. Facilité d'identifier rapidement les écarts, entre les clusters. Donc ça, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir comparer vu que c'est sur Git, on va pouvoir comparer en fait, comment ça s'appelle? Si on veut faire par exemple, un diff, entre 2 clusters, on va pouvoir grâce à Git, quoi. Git va pouvoir nous aider en fait à faire un diff et à plus facilement voir les erreurs les différences entre le dev et la prod et cetera. Donc ça va être beaucoup plus simple de voir ça, avec Flux. Bah, les backups du coup, on en a plus besoin parce que tout est géré dans Git, donc il y a plus besoin de backup et les tests de changement, bah, du coup, on peut tester, rapidement, un déploiement comme je l'ai fait là et derrière ce qui se passe, c'est qu'on peut revert rapidement, et enchaîner les tests, tout seul en fait finalement. On vient juste commit sur Git et derrière ça fait le taf. Point d'attention quand même, il faut ce que je disais tout à l'heure, il faut que les messages soient explicites au niveau des commits, que ça soit des évolutions ou des features ou des fixes. Faut que le message du commit soit autoporteur, dans le sens où en fait on lit juste le message et il faut que ça soit explicite, pour qu'on n'ait pas à se prendre la tête à dire: «Ah ouais, mais il faut que j'aille sur tel truc pour comprendre ce qui a été fait réellement» et cetera. Et deuxième point, bah, vu qu'on utilise des PR ou des merge requests, il faut absolument en fait prioriser. C'est la relecture, le traitement des pull requests et des merge requests pour pas se retrouver en fait à faire des pull requests et en fait, bah, rien déployer parce qu'en fait, personne ne fait de revue. Du coup, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Hello, Johan. Ouais, Salut, salut. c'est Mehdi. En fait, moi, je me demandais si ça pouvait s'intégrer à d'autres outils de déploiement. Enfin, là, j'imagine bien que ça déploie, ça marche hyper bien sur des applications stateless. Ouais. Euh, et enfin, voilà, du coup, c'est nickel pour déployer des conteneurs Docker. Mais des fois, on a besoin d'avoir des processus de déploiement qui ne sont pas exactement le même genre. Est-ce que ça pourrait s'intégrer? Ça s'intègre? Bah, en fait, le processus de déploiement, ça va être, tu veux dans le sens, typiquement de dire, tu peux en fait, sur les Helm release, je prends ça parce que c'est ce que je connais le plus. Les Helm release, tu peux dire en fait, comment il fait sa mise à jour. Typiquement, tu peux lui dire: «Ah bah si par exemple on a plusieurs pods, tu peux lui dire: «Bah je vire tous les pods et j'applique la nouvelle image». Tu peux lui dire aussi, «Tu me changes les pods un par un ou 2 par 2». Tu peux définir aussi une règle de rollback. Typiquement, tu peux lui dire si ça se passe mal, passé tant de temps, bah, tu reviens sur, tu arrêtes ce que tu as fait et tu reviens sur la version précédente. Donc tu as différents trucs qui sont définis. Après, j'avoue que j'ai pas trop testé des déploiements qui sont pas stateless pour le coup. Qui sont autres que stateless. Parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion en fait sur mes tests et mon expérience, chez les clients,
d'autres infra que ça, quoi. J'ai toujours eu j'ai défini en fait des règles de mise à jour. Typiquement, mettre à jour les pods un par un et cetera, en mettre un, en place, vérifier que, le readiness, liveness, fonctionne et derrière, passer à un autre et cetera. Donc j'ai pas, sur cette partie-là, je pense qu'il faudrait plus regarder la doc, mais de ce que j'ai vu, normalement, c'est faisable de définir plus en détail en fait les façons dont tu veux déployer la chose. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une petite question, c'est Tristan. Ouais. Est-ce que tu en as testé d'autres opérateurs? Tu as parlé d'Argo tout à l'heure. Est-ce que Alors, tu j'ai testé l'as vite fait. testé? Et est-ce que Ouais. du coup, on arrive à peu près aux mêmes avantages Alors, et inconvénients, on va dire. Argo, j'ai vite fait tester. Alors, j'ai testé, bon, Jenkins, tout le monde connaît. J'ai voulu tester Jenkins X, mais j'ai pas eu le temps. Pour le coup, j'avoue que je voulais tester, mais j'ai pas eu le temps. Argo CD, je l'ai installé. La grosse différence majeure entre Argo CD et Flux, c'est qu'Argo CD en fait fournit une IHM. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir. Là, ce qu'on a vu, c'est que on utilise Git, des lignes de commande, il y a pas d'IHM. Des aveux des développeurs de Flux, eux, leur métier, c'est juste pas l'IHM. C'est pas leur cœur de métier. Donc, il y a je crois que de mémoire, il y a une feature qui traîne en fait chez eux pour faire une IHM. C'est pas du tout à l'ordre du jour de ce que j'avais compris, de ce que j'ai compris. Contrairement à Argo CD où là, il y a vraiment une comment s'appelle, une interface, donc c'est un peu plus user friendly. Après, je pense que ça doit être plus gourmand aussi en énergie en ressources pour le coup parce qu'il y a une interface, parce que tu dois mettre en place, un ingress du coup pour accéder à l'interface et cetera et cetera. Mais après finalement de ce que je comprends entre Argo CD et Flux, c'est ça utilise le GitOps donc c'est le même mécanisme. Après il y a 2-3 trucs qui diffèrent, c'est-à-dire que, de mémoire, en fait, Argo CD gère donc Customize, mais aussi Kubecomet, je crois, de mémoire. Donc voilà, il y a différents trucs. Après, quand on voit qu'en octobre dernier, ils ont voulu faire une fusion, ils ont voulu se rapprocher. Pour moi, en fait, ils ont le même mécanisme. Après, j'ai pas plus de retours que ça sur Argo CD, quoi. À part, mis à part l'interface, sinon le mécanisme pour moi est le même. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je vous ai endormi? Tu as des Il questions y en sur avait une dans le chat, ouais. Ah, attends, alors le chat. Ah oui, il y a 6 questions. Ah non. Alors, Alors, ouais, donc du coup, tu utilises un contexte de déploiement applicatif dans un Kubernetes pour GitOps. Mais le GitOps, c'est beaucoup plus large que ça, non? Alors, là, pour le coup, le GitOps, là, pour le coup, le GitOps, c'est vraiment dans Kube, pour le coup, la présentation. Après, tu peux je pense que plus largement, en fait, les payloads, Ansible, et cetera, c'est plus du infra as code. Typiquement, je vois actuellement chez mon client, on fait du infra as code via Terraform et Ansible et c'est pas pareil pour le coup parce que du coup, on est en dehors du cluster. Là, l'idée, c'est vraiment en fait de faire du infra as code, mais orienté sur Kube. Pour le coup, c'est ça. Après, après voilà, c'est la présentation pour moi, c'était orienté Cube pour le coup, comme tu le dis. Je sais que par exemple, on avait avant chez mon client, avant d'utiliser Flux, on avait en fait on avait comment ça s'appelle, des rôles Ansible pour exécuter du Helm en fait. Donc on exécutait en fait, des commandes, Ansible, pour installer en fait, des Mchart, sur les clusters. Le désavantage de ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas en fait
à l'instant T, en fait, on ne sait pas l'état du cluster. Ça revient en fait à faire ce qu'on faisait sur Jenkins, c'est-à-dire qu'on vient pusher notre vision de l'infra sur l'infra, mais en aucun cas, en fait, on arrive à savoir s'il y s'il y avait un déphasage avant, s'il faut rappliquer, etc. C'est ça l'avantage en fait de Flux pour le coup et d'Argo CD, c'est qu'ils viennent, vu qu'ils sont l'opérateur est dans Cube, ils peuvent checker les déphasages entre ce qu'il y a sur le Git et ce qu'il y a sur le cluster. Donc voilà. Mais pour moi, en fait, le GitOps, ça correspond à faire de l'infra as code, en fait, finalement. Ça permet de faire ça, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Bon, en fait, la définition du GitHub, c'est du continuous deployment, mais pour les applications cloud. Mm. Mais après, oui, c'est vrai que on peut se dire que si je push une modification de code comme du Markdown dans GitHub et qu'après ça me déploie mon GitHub Pages, en quelque sorte, on peut dire que c'est du GitOps, puisque ce qu'on a déployé, ce qu'on a committé est déployé tout de suite. Mais la définition de base, c'est pour les cloud native applications. C'est ça. Merci, Victor. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, par rapport au mode de fonctionnement pool, Ouais. c'est vraiment indispensable pour ce qui est du GitOps. Et c'est quoi vraiment l'avantage par rapport à un mode push? C'est le fait d'avoir toujours ce qui est sur Git Alors, qui est conforme à ce qui est déployé? ouais, c'est ça. En gros, en fait, le mode push, en fait, finalement, tu ne sais pas l'état. En fait, nativement, parce que tu peux rajouter des trucs, machin, mais nativement, tu es incapable de savoir en fait l'état de ton cluster. Je vais donner un exemple. Je vais utiliser je vais utiliser Jenkins, donc je suis un développeur, je commit une image, machin et tout. Ça me crée mon Docker, mon conteneur Docker. Derrière, je mets à jour le repo Git. Comme je mets à jour le repo Git, il y a un job Jenkins qui se déclenche pour le coup et qui va lui pusher en fait cette modification-là sur mon cluster. À ce moment-là, je suis incapable de savoir quel est l'état de mon cluster, s'il fonctionne ou pas, et si mon déploiement finalement va fonctionner. D'accord? Parce que j'ai aucune idée de si, je sais pas, j'ai un collègue qui a fait un kubectl delete sur une ressource que j'avais besoin et ou qui a modifié cette ressource-là, etc. Et du coup, je vais me retrouver dans l'état où bah, je vais faire mon apply et je vais me retrouver bah, un peu comme un con en fait à pas trop savoir l'état de mon cluster. Là, la différence avec le pool, c'est qu'en fait, c'est un opérateur qui est dans Cube et qui vient checker ce qu'il y a sur donc il va faire un pool pour récupérer ce qu'il y a sur le repo Git et il va checker ce qu'il y a réellement sur son cluster. Et donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, si pour X ou Y raison, j'ai fait un delete d'une ressource, comme on voyait, comme on l'avait vu par exemple sur Flux V1 ou Flux V2, il va y avoir une boucle qui va être faite toutes les 5 minutes pour dire est-ce que l'état de mon cluster correspond à ce que je dois avoir sur à l'état que je dois avoir sur mon Git, d'accord? Sachant que le Git fait foi. On part du principe que mon repo Git, c'est ce qui doit faire foi. Et donc, s'il y a une différence, il va le rappliquer. Tandis que si j'utilise Jenkins, par exemple, en aucun cas, en fait, il va avoir la diff et en aucun cas, en fait, il va remettre d'aplomb mon cluster. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, c'est l'intuition que j'avais aussi, merci. Il y a d'autres questions sur le chat sinon? Tuc, 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 Alors, est-on alerté par les modifs manuels? Alors, pour les modifs manuels, j'avoue que j'ai pas testé. J'ai pas testé les modifs manuels, pour la simple et bonne raison qu'en fait, une fois que Flux est installé, en fait, on prend vite le pas et on a plus tendance à faire des commits, sur Git. Mais je crois que de mémoire, sur Flux V1, on n'est pas notifié et sur Flux V2, je ne pense pas non plus. Parce que pour moi, en fait, c'est ce que fait
Ah, quoique. À vérifier. Faudrait que je vérifie. Je reviendrai. Si tu veux bien, je regarderai ça, je testerai ça et je te dirai ce qu'il en est. Parce que sur Flux V1, c'est sûr, tu fais une modification manuelle, c'est pas pris en compte, ça c'est sûr. T'as pas de notification avec Flux Cloud. Par contre, sur Flux V2, j'ai un doute. Donc je vais le faire le test et puis je te redirai ça. Bah, au pire, tu me donneras après ton mail et puis je t'enverrai ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Du coup, je voulais, je voulais faire mon bonus, mais je sais pas quelle heure il est. Je vais juste finir pour mon bonus. Donc le point bonus, en fait, j'ai découvert un truc qui s'appelle Flagger, qui est fait aussi par les créateurs de Flux, hein, pour le coup, et qui vient parfaitement s'intégrer avec Flux. Et là, en fait, pour le coup, c'est de faire du Canary Release. Donc là, c'est plutôt assez sympa. Donc c'est un complément de Flux, que ce soit Flux V1 ou Flux V2, ça marche, j'ai testé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir créer en fait une ressource qui est liée à Flagger. Et en fait, l'idée, c'est quand Flux vient pusher en fait votre ressource, met à jour votre déploiement, etc. Flagger va le détecter et il va faire ce qu'on appelle du canary release. Donc il va très simplement, donc là on a la V1, donc ce que j'ai actuellement sur le cluster. Je fais un nouveau déploiement via Flux. Flux le prend en compte, fait mon apply côté Helm release, Helm operator prend en compte, il modifie en fait une ressource qui est liée en fait à Flagger, que je vous montrerai juste après. Et derrière, en fait, ce qu'il va commencer à faire, c'est qu'il va créer en fait un pod plutôt. Il va créer un pod avec ma nouvelle version. Et donc ça se base sur Istio aussi, hein. Bah, il n'y a pas que Istio, mais pour le coup, moi j'ai installé Istio pour tester. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer le trafic, donc là via Istio. Et il va commencer en fait à rerouter le trafic. Donc là, on avait 100% du trafic qui était sur la V1. Et en fait, on va passer en fait à 95% sur la V1 et 5% sur la V2. Et il va faire ça, il va augmenter progressivement, donc de 55 toutes les minutes. Bon, c'est configurable, mais toutes les minutes. Et en parallèle de ça, il va checker sur Prometheus, savoir si on a des erreurs type 500, autres que 200 ou 300, autres que des erreurs, des messages, OK, quoi. Et donc il va faire ça. Et si en fait on a tout qui est vert, il va commencer à modifier en fait le pod, il va passer de V1 à V2. Il va faire ça sur les deux pods. Il va éteindre le trafic sur ses pods temporaires. Et puis on aura migré sur la V2. Là, l'idée, c'est plutôt sympa, c'est qu'en fait, on vient tester avec le trafic de prod et on vient migrer au fur et à mesure. Ce qui fait que s'il y a un souci, je sais pas moi, à 30%, on s'aperçoit que le pod est en train de mourir ou autre, et ben du coup, Flagger va de lui-même en fait arrêter le déploiement pour le coup. Et derrière, en fait, il va revenir à l'état initial. Voilà. Donc là, c'est assez simple. On va se retrouver en fait avec un fichier. Donc là, je l'ai fait sur la gateway. Donc on va retrouver un fichier Canary, qui est une ressource dédiée en fait à Flagger. Et dedans, on va pouvoir dire en fait quel est le type de déploiement qu'on veut, le nom, etc. Le host, et on va pouvoir analyser. Donc là, on va pouvoir dire, OK, toutes les minutes, j'incrémente en fait toutes les minutes, j'incrémente de 5. J'incrémente de 55 toutes les minutes, jusqu'à un maximum de 50%. Et derrière, en fait, je vais pouvoir checker en fait les métriques en disant, OK, je regarde si ce métrique-là sur Prometheus, donc request success rate, et il faut que j'ai un pourcentage de success de minimum 99% sur un intervalle de 30 secondes, etc., etc. Donc on peut checker en fait, on peut demander en fait à Flagger de checker automatiquement nos déploiements et vérifier que ça marche bien. On va avoir, donc il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres, il
il y a un AB testing, il y a plusieurs patterns qui sont proposés. Et donc, du coup, ça vous permet en fait de pouvoir automatiser et encore plus sécuriser vos déploiements pour le coup. Donc voilà. Et donc, c'est plutôt utile. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, et il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça permet en fait de faire un déploiement encore plus sécurisé parce qu'on est sûr que on contrôle, du coup, Flagger nous permet de contrôler automatiquement comment ça s'appelle, le flux d'entrée et vérifier qu'on n'a pas d'erreur 500, autre que de XX. Donc voilà. Du coup, j'espère que la présentation vous a plu. J'ai un peu débordé, je parle trop, mais j'espère que la présentation vous a plu et je vous remercie d'y avoir assisté. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.